passionnés. Déjà, la première chose, donc là on est 154 aujourd'hui, donc belle progression. Créer le réseau d'observation météo. Alors, je remercie ceux qui ont des stations de partage avec nous. À savoir que voilà, on est en négociation avec les services de Météo France pour voir ce qu'on pourrait faire avec eux et les données du réseau, parce qu'ils risquent d'en avoir besoin dans les années qui viennent. Donc, je vous tiendrai au courant, bien entendu. C'est aussi mieux comprendre les climats locaux. J'en parlais déjà tout à l'heure, on s'en rend bien compte. Tout à l'heure, on parlait de la pluviométrie, on a bien vu que personne n'a eu la même. Même sur Saint-Maur, il y a 3 stations maintenant qui sont en gros 2 km même pas les unes des autres. On n'a jamais la même pluviométrie de toute façon. Même des fois sur des orages, en tout cas extrêmes, moi 4 mm, de l'autre côté 80. C'est vraiment. Et ça, on l'a appris aussi, nous, sur le tas et sur le terrain. C'est bien plus hétérogène que ce qu'on pourrait penser. Et puis compléter les informations météo sur la région. Bien sûr, il y a Météo France, on ne voit pas comme des concurrents, mais plutôt comme, bientôt j'espère, des partenaires. Parce qu'on partage déjà avec eux, on partageait déjà avec eux les webcams où il y a eu un départ à la retraite, ça complique un peu les choses, mais ça c'est plutôt bien terminé. Mais voilà, compléter les informations météo parce que jusqu'à ce qu'on arrive et qu'on développe les réseaux, il y avait des passionnés bien entendu, mais pas au niveau de densité que l'on a actuellement. Le comment, alors le comment, en fait, on a plusieurs biais. On a nos bulletins de risque. On a pris alors c'est avant-hier, c'est le bulletin du 22. Donc Florentin fait. D'ailleurs, je le remercie encore une fois parce que dans l'ensemble, ça reste une science inexacte. On essaye de coller au mieux à la réalité, même si on se trompe, bien sûr, on va pas avoir la prétention de dire qu'on ne se trompe pas. Donc on a ces bulletins de risque, on a pris le tournant de supprimer le terme de vigilance il y a 2 ans, comme ça on le laisse seulement à Météo France pour pas brouiller les pistes. On l'a fait fut un temps, comme beaucoup. On a pris ce virage, on avait un peu peur en termes de trafic sur le site internet, et finalement ça s'est pas spécialement vu. On le fait aussi grâce aux webcams. Alors, tous les petits points orange sont les webcams qu'on a pu déployer. Merci Émeric encore pour celle de la chapelle. Donc il va y avoir d'autres installations. On va avoir un petit point qui va arriver sur le long du Cher, puisqu'on va installer le 18 mars à Saint-Aignan. On va faire une installation de station météo, sonde d'humidité au sol et webcam pour le compte de la commune de Saint-Aignan. Et puis on en a aussi une autre qui devrait apparaître dans le courant de l'année sur le sud de l'Indre, à Chassignol, pour pouvoir observer justement les dégradations orageuses qui reviennent de cette zone-là. On travaille aussi, bien entendu, j'ai zoomé simplement sur le Cher avec le réseau de stations météo. Merci aussi à ceux qui partagent encore une fois avec nous, parce que c'est aussi notre force. Là, le réseau contient à peu près, alors en fonction des pannes d'Internet, etc., des changements de box, on a les accords pour 80 stations. Donc, sur 6 départements, plus une couronne de départements limitrophes, puisque la météo ne se fait pas que dans notre région, bien sûr, les dégradations passent avant quelque part, et il faut voir ça un petit peu au global. Bien entendu, on a les prévisions, alors les prévisions automatisées sur le site, qui devraient être travaillées. D'ailleurs, ces prévisions automatisées pour plus dépendre que d'un seul modèle, mais de plusieurs, ce qui permettra d'améliorer un petit peu ces données. Et puis, il y a les prévisions du coup, que Florentin a fait, qui sont publiées du coup, tous les vendredis, tous les dimanches soirs. Donc le vendredi pour le week-end, et puis le dimanche soir pour la semaine. Sachant que, on est d'accord avec Florentin, on parle de prévision à 3 jours, mais après on parle plutôt de tendance, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui vont jouer, mais tu en parleras tout à l'heure. Et puis un outil de suivi, bien sûr, ce qui vient compléter du coup les réseaux de stations et le réseau de webcam, forcément c'est le radar, alors qu'il n'est pas celui de Météo France, mais avec un décalage d'1 heure, on ne peut pas se permettre d'acheter les données comme d'autres partenaires. Et puis par contre on a la carte d'impact de foot que j'ai pas mis, parce que c'était déjà bien fou. Alors avec qui et pour qui, je disais tout à l'heure 154 adhérents, donc ce qui est une super progression, parce qu'on avait commencé à 16 en 2011. Donc moi des fois je m'étonne moi-même, ou je sais pas, du résultat qu'on peut avoir et de la confiance qui nous est donnée, donc on est très, très content de ça. On a déjà pris 12 adhérents depuis l'année dernière, on a eu 3 départs, et sur les 3 départs, il y a eu 2 déménagements. Donc je me dis, voilà, dans l'ensemble, j'ai l'impression que vous êtes contents, et on en est bien entendu nous aussi ravis. Merci. On essaie de travailler avec des sociétés françaises,
là, la refonte du site internet, ça a été une société qui est basée sur Châteauroux. Les calendriers, ça a été fait sur Contres. Goodicom, c'est pareil, c'est Châteauroux. OVH, c'est une entreprise française. On a relocalisé. C'était une volonté cette année de revenir un peu sur des bases et des interlocuteurs réels et pas simplement être sur du mail, du coup de fil à longue distance, etc. Puis bien entendu des partenaires. Donc ça c'est finalement presque beaucoup de travail moi que je fournis moi. Je fais plus maintenant que le terrain et la gestion de projet. Alors il y en a plein des partenaires. On a 4.1 Production, je remercie encore aujourd'hui pour le prêt du matériel et puis de la logistique. On a France 3. Avec qui on est en discussion aussi pour intervenir plus régulièrement au cœur de certaines émissions. Vintage, je pense à Thomas, que j'ai oublié tout à l'heure sur la carte, Thomas Fauchère, qui nous avait fait tout le logiciel de prévision automatique. Hydro 41, le réseau Blitzortun qui nous permet d'avoir du coup les impacts de foudre. Actu Chartres et bientôt Actu Orléans aussi. Merci aussi pour la confiance qu'ils nous font. Puis après on a ce qu'on a créé il y a peu de temps, hein, nos 3 premiers adhérents bienfaiteurs avec les adhésions à 150 € pour nous donner un peu de largesse. Parce qu'on compte surtout sur les adhésions. La fédération de pêche et j'ai oublié EDF, j'aurais pu mettre EDF aussi puisqu'on a fait l'année dernière l'installation sur le barrage des Guzons où du coup on a une convention tripartite entre la fédé de pêche du 36, EDF et nous pour le suivi de la pluviométrie sur le barrage des Guzons. Parce que la station Météo France est à Aiguzon, si vous connaissez pas, et on voit bien, là ils sont à 90, ils étaient à 98% de déficit sur la crête du barrage en pluviométrie, donc le barrage est très bas. Donc ce qui n'est pas une bonne nouvelle en termes de production d'électricité et pour cet été. Romain, qui est notre équivalent, mais surtout l'arc alpin. Météo Bretagne, l'association bretonne, Météo Auvergne avec Alexandre qui travaille sur la chaîne des pluies. Je vous rappelle que son application est gratuite pour vous. Hein, si vous allez dans le Sancy, vous avez besoin de prévision météo, n'hésitez pas à la télécharger et à le contacter, il vous donnera l'accès gratuitement. Et puis après, d'autres partenaires un peu plus récents, Météo Creuse, avec Michel, l'Éco du Berry qui est un très vieux partenaire de l'association, et puis Météo Concept pour météo shopping, météo data qui nous permet d'avoir les stations météo et les réductions pour nos adhérents. J'ai à peu près fait le tour. Je vais bientôt laisser la place à Florentin qui va travailler un peu plus que moi cet après-midi. Et juste avant, est-ce qu'il y a des questions, des choses que je n'ai pas évoquées Oui. Est-ce que vous connaissez Keronos? Keronos, oui. Alors on est en négociation en ce moment, parce qu'ils ont besoin de monde, ils sont national, mais ils rencontrent le même problème que nous, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir des relais partout. Et donc là on attend un retour d'eux pour faire une convention écrite. Quand il y a un cas dans la région, qu'on puisse aller du coup sur zone pour eux, leur faire les photos et après ils remontent les informations. Très longtemps. Ouais, mais on a déjà fait des enquêtes pour eux sur le 36. Enfin, moi je m'étais déplacé, toi tu y avais été aussi, Florentin, et du coup c'est vrai qu'ils font un super boulot aussi. Donc là qu'on puisse créer comme ça une convention, si on arrive à se mettre d'accord, ça serait vraiment bien. Et oui. Vous avez ce type d'association, il y en a un petit peu dans toutes les régions de France Alors sur les principales, on travaille presque avec les principales, après il faut trouver les contacts, mais la Bretagne est couverte, tout l'arc alpin est couvert, il y a Météo Alsace aussi, Météo Nord, je ne sais plus s'ils sont encore actifs, il y a eu Météo Bourgogne, mais je crois qu'ils subsistent encore, Météo 64, je ne sais pas quel statut il a. On n'a pas encore réussi à créer des liens avec tout le monde, mais la France est relativement bien couverte. Et après, dans tous les cas, il y a l'Association nationale Infoclimat. Moi, j'ai travaillé pour eux, je suis autodidacte, un peu par mes études, forcément, j'ai eu des notions de base. Je suis adhérent aussi. Infoclimat. Mais en fait, la Météo Centre et je vous ai pas mis, ça faisait beaucoup, mais on a depuis l'année dernière, on fait une adhésion croisée. Donc après, on en discutait là, sur l'ordre de route qu'on avait. Il faut qu'on voit avec eux ce qu'on peut faire. Là, si on commence à ouvrir le réseau avec l'accord des propriétaires à Météo France, il va falloir qu'on arrive à... Voilà. Donc, ça m'a été refusé il y a un certain nombre d'années par les adhérents. Il faut qu'on retravaille sur le sujet. Alors Thomas, oui, alors eux ils sont vraiment en... Je crois que Météo Ciel, Thomas Kanda, il a en
en lançant ça, il a démocratisé la météo en France. En fait. Ah oui. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. C'est vrai que on l'utilise tous les jours. Enfin, rien que déjà, même pour nous, quand on part à la chasse à l'orage, on utilise leur radar à eux. Enfin, je veux dire, c'est 5 minutes anticiper, même le nôtre. Et bon, on en est content. On ne peut pas faire mieux financièrement. Mais voilà, 1 heure, c'est quand même très compliqué. Donc voilà. Je te laisse la parole, Florentin. Donc, après avoir présenté l'association, on va s'intéresser maintenant au climat en région centrale de Loire. Donc, on va commencer par présenter les notions de météo et climat, puis ensuite, petit à petit, on verra les caractéristiques du climat de la région centre, et puis les évolutions futures, ce qui vous intéressera sans doute le plus pour savoir dans quel monde nous allons vivre d'ici quelques temps. Alors, météo et climat. Pour vous, à votre avis, c'est quoi la différence entre météo et climat? Est-ce que vous avez une petite idée? J'ai mis un petit indice sur le diaporama. La météo, c'est instantané. Le climat, c'est une statistique. C'est ça. Et c'est un du temps. C'est ça, c'est des bonnes réponses. Donc la météo, c'est l'étude des phénomènes atmosphériques pour prévoir le temps. C'est-à-dire c'est du direct, c'est de l'instantané comme vous avez dit. Donc on va savoir la température en direct, la pression, la pluviométrie, combien il tombe dans l'heure, ce qui va tomber dans quelques minutes, dans quelques secondes, la vitesse du vent. Donc c'est vraiment donné à un moment donné et à un endroit donné. Donc la météo, donc, ce sont des prévisions plus ou moins précises, de l'ordre de seulement quelques jours. Parce que la météo, il faut savoir qu'on ne peut pas faire des prévisions de 10 jours. C'est pour ça que la météo, souvent, c'est une application orale un petit peu au niveau des prévisionnistes. Parce que quand on voit des prévisions à 15-20 jours, c'est totalement impossible. On peut faire seulement des tendances au-delà de 10 jours. On parle seulement de prévisions météo sur 2, 3, 4 jours, maximum 10 jours. Donc ce sont éventuellement des probabilités. Donc c'est pour savoir s'il va pleuvoir dans l'heure, demain, après-demain. Donc c'est le temps direct, comme je disais tout à l'heure, c'est l'instantané. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est les prévisions météo, on observe ça sur moins d'une semaine, généralement. Donc les prévisions qu'on fait à Météo Centre, on les élabore sur quelques jours seulement, donc du lundi au vendredi, avec une tendance le week-end, et après dès qu'on arrive le vendredi, on fait une tendance météo, on fait une prévision de météo du week-end, une tendance de la semaine suivante. Le climat, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est donc l'étude des statistiques de variables atmosphériques sur une longue période de temps, donc on fait sur 30 ans par convention. Donc c'est le temps auquel on peut s'attendre sur une région donnée, sur un temps donné. Donc c'est par exemple, on fait une étude du climat par projection climatique, donc savoir quel temps il va faire d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ensuite, on fait des probabilités de changement à long terme, c'est-à-dire on va étudier quel est le scénario le plus probable d'ici 20 ans à 30 ans qui va se produire, donc c'est-à-dire on va avoir plus de phénomènes climatiques, météo à tel endroit, telle région, ou sur tel pays. On étudie donc sur plusieurs décennies, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On verra ça, on en parlera après, on va étudier les normales de saison. Donc c'est sur plusieurs décennies qu'on va étudier le climat, donc pour savoir en fait quelle tendance on va avoir. Par exemple, là actuellement, la tendance est à un réchauffement. Souvent quand on fait météo et climat, dès qu'il fait froid, on dit il est où votre réchauffement climatique? Alors ça ne cache en rien, ça ne change en rien la tendance du climat. Le climat se réchauffe, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais par variabilité naturelle. La variabilité naturelle, c'est-à-dire que sans influence humaine, il peut se produire des phénomènes comme des épisodes neigeux, des épisodes de froid ponctuels, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, qui diminuent au fil du temps, puisque le réchauffement s'accentue et se prolonge. Et donc on étudie donc, la température moyenne, par exemple à Bourges, on sait qu'elle a augmenté sur 30 ans, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà la différence entre météo et climat. Le météo c'est instantané, et le climat c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'étude des statistiques, mais à long terme. Donc souvent à la télévision, vous entendez parler des normales de saison. On entend souvent qu'il fait plus froid que la normale, plus chaud que la normale. Alors beaucoup de personnes râlent parce que normale saison, c'est compliqué de dire oui, c'est telle température, telle pluviométrie, mais il faut bien que les météorologues et les climatologues se basent sur une donnée bien fiable pour qu'on puisse faire des comparaisons. Donc les normes, elles servent à quoi? Elles représentent, elles caractérisent le climat sur une période donnée et sur un lieu donné. Elles sont calculées généralement sur 30 ans et mises à jour tous les 10 ans. Alors à votre avis, pourquoi elles sont mises à jour tous les 10 ans? Est-ce que vous avez une petite idée?
tenir compte des dernières De données. l'évolution. C'est ça. En fait, on met à jour tous les 10 ans parce que le climat évolue. C'est-à-dire que le climat qu'on avait dans les années 80-90 n'est plus le même aujourd'hui. Et en plus, dans un contexte de réchauffement, c'est encore pire. Les normes elles évoluent en permanence. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et on le voit très bien sur ce graphique-là de Météo France. Là, on gagne en moyenne 0,3 degrés par décennie. Donc c'est un réchauffement qui est rapide. On en parlera tout à l'heure. Et donc on fait le calcul du normal sur diverses variables du climat, donc la température, la pluviométrie, le vent, et on se base sur des indicateurs, donc quintiles, c'est-à-dire est-ce que par exemple il va neiger une fois tous les 5 ans à Noël, une fois tous les 10 ans, ou il y a d'autres phénomènes qui peuvent se produire comme une grosse tempête ou d'autres phénomènes. Voilà pour les normales de saison. Et après il y a d'autres références. On se base donc sur les normes actuellement de 91-2020. Il y a aussi d'autres références qu'utilisent notamment les climatologues. Donc c'est la référence pré-industrielle, donc la période 1850-1900. Est-ce que vous savez pourquoi on utilise cette base-là, pour les climatologues notamment? J'ai écrit... ça peut vous aider un peu. C'était L'industrie avec ses émissions a modifié énormément les données. Alors cette période-là, comme je l'ai écrit, c'est une période qui est non influencée par l'homme, c'est ce qu'on se considère. C'est que ça prête à débat évidemment, cette période-là, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais cette période-là, en fait, c'est une période qu'on considère qui est non influencée par l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui se produisent de manière naturelle et que le climat ne s'est pas encore réchauffé. Donc c'est une bonne base en fait pour élaborer les premiers chiffres. Et puis surtout cette période-là, c'est à cette période-là qu'on commence à avoir les premières observations fiables. Voilà. Et on a aussi une autre référence, il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi ces deux-là. Donc on a la référence aussi du climat actuel, qui est basée sur la période 1976-2005. Pourquoi cette période-là? Parce que les scientifiques du GIEC, qui vont élaborer donc, le rapport du GIEC, les utilisent notamment pour faire donc, le projet d'intercomparaison des modèles couplés. Donc ça, on en verra ce que c'est tout à l'heure. Ce sont les graphiques que vous voyez avec les différents scénarios qu'on peut avoir. Donc ce que le climat va augmenter de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Donc ce sont des références pour les projections climatiques. Donc on a vu donc, ce qui était la différence entre météo et climat. On a vu ce que c'était les normales de saison. Donc maintenant on va s'intéresser au climat du centre. Donc le climat du centre de Val-de-Loire, c'est tout simplement un climat océanique dégradé, comme on peut le voir sur cette carte-ci. Donc ça veut dire que l'océan a une grande influence sur notre climat, mais comme nous sommes à l'intérieur des terres, cette influence se perd petit à petit. Donc on a quand même une légère influence continentale, mais on a surtout une dominante océanique. Pardon. Et quand on regarde cette carte-là, on observe que la Touraine a une influence océanique plus marquée. Donc ça veut dire des hivers plus doux, tandis que la partie est du centre de Val-de-Loire a une petite influence continentale. Il faut savoir aussi que la France se situe dans une zone tempérée, parce qu'après ça c'est au niveau de la planète. Donc une zone tempérée, ça veut dire qu'on a généralement des hivers plutôt doux, genre on va dire calme, pas trop de froid. Ça peut arriver comme des dégelés, c'est des périodes de froid classiques, mais il n'y a pas de grand froid comme on peut connaître par exemple dans un climat continental qu'on observe sur l'est de l'Europe ou encore aux États-Unis. Donc c'est ce que je disais, on est dans un climat océanique dégradé, ce qui veut dire qu'on est sur une variabilité naturelle qui est importante. Par exemple, au niveau des températures, c'est là qu'on a des saisons marquées, c'est-à-dire qu'il fait froid en hiver et plutôt doux en été, plutôt voire chaud. C'est ce qu'on verra tout à l'heure sur le climat de Novélis-en-Barangeon. On verra qu'il y a une belle différence entre l'été et l'hiver, on a une augmentation nette des températures estivales. A contrario, les précipitations, la différence elle est minimale, c'est-à-dire qu'on a plutôt une certaine constance au niveau des précipitations, il n'y a pas de grosse différence entre l'hiver et l'été, malgré qu'on observe une petite baisse au niveau de la période estivale, ce qui est tout à fait logique. Donc justement, on va s'intéresser à la température moyenne annuelle du centre de Val-de-Loire. Donc quand on regarde la température moyenne annuelle du centre de Val-de-Loire, voici quelques données. Donc, par exemple à Bourges, on observe une moyenne annuelle de 12,1 degrés. Cette moyenne ne cesse d'augmenter depuis 4 ou 5 décennies. On est sur une augmentation, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, de 0,3 degrés par décennie, donc ce qui est quand même conséquent. À Chartres, on est plutôt selon de l'ordre de 11,4 degrés. À Châteauroux, de 12,1 degrés. À Orléans, 11,7. Romorantin, 11,6. Et Tours, 12,2. Donc ces chiffres, ils permettent de faire une constatation, c'est que l'influence océanique se fait sentir surtout au niveau du Berry et de la Touraine. C'est pour ça qu'on a les températures qui sont un peu plus douces.
alors que tandis que l'influence continentale se fait sentir plus vers le nord-est de la région centrale de Loire, où on a des températures qui sont un peu moins douces. Au niveau de la pluviométrie, c'est ça qui est intéressant, c'est rien qu'en regardant la carte de Météo France, ce qu'on appelle la France, on constate déjà une première chose, c'est que la région centre fait partie des régions les moins arrosées en France. C'est surtout les reliefs qui sont particulièrement arrosés. Donc voici quelques données également. Donc à Bourges, il tombe 742,7 mm d'eau à l'année. À Chartres, on voit qu'il tombe seulement environ 600 mm d'eau. Châteauroux, c'est équivalent à peu près à celle de Bourges. Orléans, c'est équivalent aussi à celle de Chartres, à peu près 600 mm. Romorantin et Tours, c'est quasiment 700 mm. Quand on regarde cette carte-là, on constate déjà une première chose, c'est qu'il pleut très peu au niveau du nord de Saint-Denis-de-Loire. C'est ce que j'ai montré après au niveau de la pluviométrie. On va faire un zoom sur la région centre, et c'est là qu'on va constater quelque chose d'intéressant, c'est que la partie nord du Saint-Denis-de-Loire est très peu arrosée. A contrario, la partie sud du Berry et les reliefs du Sancerrois sont particulièrement arrosés. Tout simplement parce que ce sont des reliefs. Et généralement, près des reliefs, c'est là qu'on observe le plus de pluviométrie. Donc, la pluviométrie elle est plus faible sur le nord du centre également. Ça contraste un petit peu avec le Perche, parce que le Perche aussi, c'est également à 300-400 mètres d'altitude. Donc forcément, ça commence à faire un effet de relief. Donc souvent, il pleut un peu plus sur les reliefs du Perche qu'en Beauce. Justement, on va s'intéresser au climat de Neuville-en-Barangeon. Et c'est là qu'on va voir quelque chose d'intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la variété interannuelle au niveau des précipitations, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire qu'il pleut en moyenne entre 60 et 80 mm d'eau à l'année, par mois. Il y a juste une petite baisse au niveau de la période estivale, et c'est ce qu'on voit justement, c'est que le mois de décembre est le plus pluvieux, tandis que le mois de juin est le moins pluvieux. Donc ça correspond parfaitement à l'influence de la période estivale et de la période hivernale. Et donc la pluviométrie annuelle à Neuville-en-Barangeon est de l'ordre de 869,7 mm, selon les chiffres de Météo France. Donc ces stations, en fait, elle a été ouverte en 1988 et elle a été fermée en 2020. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il y avait une station qui a été mise en place en 88 pour d'avoir ces données-là sur la commune. Et c'est là qu'on peut observer que cette commune fait partie des régions les plus, enfin, des communes les plus arrosées de la région centre. Alors, ce qui a un effet du Sancerrois, du nord du Cher, c'est possible. Au niveau des températures, pardon. 88, c'est l'année où il y a eu cet énorme orage sur le coin. C'est possible. J'ai pas eu cette information-là, mais c'est possible. En une nuit, il est tombé près de 100 mm. C'est possible. Après, il y a des épiphénomènes, c'est-à-dire que des phénomènes très courts, intenses, et ça, après, c'est par rapport à c'est ce que je parle, c'est au niveau du climat. Après, il y a des phénomènes météorologiques. Il y a une petite rivière que vous avez traversée, comme on est dit, qui fait à peine 1 mètre, elle faisait 300 mètres. Oui, je suis étonné. Ouais, souvent, il y a des orages qui peuvent remonter de la partie ouest de l'Indre et qui remontent vers le nord du Cher. Donc souvent, c'est une trajectoire qui est propice, oui, à avoir des orages violents, en effet. Donc on va s'intéresser à l'évolution des températures à Neuville-en-Barangeon. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une nette différence entre l'hiver et la période estivale. Donc on observe quand même une moyenne assez faible en hiver, ce qui est tout à fait logique, avec des gelées assez fréquentes. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est une zone qui est plutôt propice aux gelées l'hiver, et puis avoir des étés généralement tranquilles, plutôt doux, et ces dernières années ça a tendance maintenant à se réchauffer, donc on a de plus en plus d'étés qui sont chauds malheureusement. Donc quelques remarques, le mois le plus froid c'est le mois de janvier, le mois le plus chaud c'est le mois de juillet, et la température annuelle moyenne à Neuville-en-Barangeon c'est de l'ordre de 11,5 degrés. Donc ça situe, c'est un petit peu plus bas que celle de Bourges, donc et un peu plus proche de celle qu'on observe dans le nord du Centre de Loire, qui a une influence un peu plus continentale. Donc c'est là que je vais exposer un petit peu le fait d'avoir pas mal de gelées à l'année sur cette commune-là. C'est qu'est-ce qu'on observe au niveau des gelées, donc une température qui est inférieure ou égale à 0 degré. On observe jusqu'à quasiment 74 jours de gel sur les normes 91-2020. Donc cette norme elle a baissé évidemment au niveau des gels. On avait quasiment 80-90 jours de gel à une certaine période, et maintenant on n'est plus qu'à 74. Donc on observe bien que le nombre de jours de gel est important en hiver, de l'ordre de 15 jours au mois de janvier, 15 jours au mois de février, par exemple.
Au niveau des jours de chaleur, c'est pareil, ils sont en constante augmentation à la différence des jours de gel, mais ça j'en reviendrai tout à l'heure. On est à 72 jours de chaleur. Donc on parle de chaleur lorsque la température est égale ou supérieure à 25 degrés. Et le nombre de jours de très forte chaleur est de l'ordre de 22. Donc pareil, est en constante augmentation ces dernières années. C'est basé sur les maxi de température et les mini pour le froid et les maxi pour le haut. C'est pas forcément... Ça, ce sont des moyennes, ça en fait. C'est la moyenne à l'année. On considère qu'il peut y avoir 72 jours température au-dessus de 25 degrés. Donc c'est mais quand on dit au-delà de 25 degrés, c'est 25 degrés au maximum dans la journée. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas des moyennes, c'est pas la moyenne dans la journée. 3 heures. C'est ça. C'est le maximum qu'on relève sur la journée. C'est ça, exactement ça. Pareil pour les minimales, on considère que voilà, on se base là-dessus, minimal, maximal. Donc la température la plus chaude à Neuilly-sur-Barangeon, c'est de l'ordre de 41,9 degrés le 12 août 2003. Lors de la fameuse canicule qui était historique en 2003. Et la température la plus froide, c'est de l'ordre de moins 15,8 degrés le 2 janvier 97. Alors, il a fait plus froid auparavant, on est largement d'accord, mais comme la station est ouverte en 88, on n'a pas les relevés des fameuses vagues de froid qu'on a connues dans les années 60, 80, entre autres. 84 entre autres, on a eu au mois de février 22 jours à moins 20 degrés, moins 22. C'est ça. Il y a eu des périodes beaucoup plus froides à l'époque et surtout on a pu, je pense, dépasser, être inférieur à moins 20 degrés à certaines périodes, forcément. Donc maintenant on va regarder un petit peu notre climat futur. Donc comme vous en doutez, la tendance est à un réchauffement sur le centre de Loire. Ça on ne peut pas le renier, c'est clair et net, les chiffres sont là. Toute personne qui vous raconte que le climat ne se réchauffe pas, les chiffres sont entre guillemets pipotés alors que ce n'est pas vrai. On a assez de données pour prouver qu'on a un réchauffement, notamment qui s'est accentué depuis les années 80-90. Après, vous allez me dire, oui, il y a eu des réchauffements dans le passé. C'est vrai, il y a eu des réchauffements dans le passé. Mais ce réchauffement qu'on connaît actuellement, il est beaucoup plus court, beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Donc c'est un réchauffement qui est inédit et surtout, c'est l'influence humaine qui est responsable. À 99%, je dis 99% parce qu'il y a toujours quelques variables naturelles éventuellement. Donc le climat sur le centre Val de Loire. Donc sur la période 1959-2009, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur une augmentation de 0,3 degrés par décennie. Donc c'est un réchauffement qui est conséquent. Donc c'est ce que j'expliquais aussi, ce réchauffement il est surtout présent depuis les années 90, il a commencé dans les années 75-80. Mais il s'est surtout renforcé dans les années 90. C'est ce qu'on voit sur le graphique, par exemple, du centre Val de Loire. On observe bien cette augmentation depuis les années 80-90 et qui ne cesse de se renforcer ces dernières années. Donc les années les plus chaudes, c'est ce qu'on a depuis le début des relevés. Donc on a ces données fiables depuis le début du XXe siècle pour dire que les années 2022, 2020 et 2018 sont les 3 années les plus chaudes relevées dans la région centrale de Loire. Donc, ce qui montre clairement que le climat, non seulement il se réchauffe, mais en plus il s'accentue, le réchauffement. Donc c'est quand même très très récent, hein. C'est pour les 6 dernières années qu'on observe les 3 années les plus chaudes, donc ce n'est pas rien. Donc le réchauffement il est surtout marqué au printemps et en été. Et ça, on observe la plus grande conséquence du réchauffement climatique pour l'instant. Par contre, on n'a pas peu d'évolution au niveau des précipitations. C'est ce qu'on va voir après avec les graphiques de Bourges. Notamment, on va voir que les précipitations n'évoluent pas dans le temps. Et on a peu, contrairement à ce qu'on pense, ou pas d'évolution sur les sécheresses pour l'instant. On n'a pas assez de recul pour dire que par exemple les épisodes de sécheresse qu'on a connus ces dernières années sont en lien directement avec le réchauffement climatique. Sauf que là dernièrement, il y a une étude qui est sortie donc, sur la sécheresse de 2022. Et sur la sécheresse de 2022, on a un marqueur du changement climatique. On voit que le réchauffement climatique a une influence sur la sécheresse de 2022. Donc, on a les premiers relevés, on a les premiers documents qui sortent qui prouvent qu'il y a un lien entre sécheresse et réchauffement climatique. Mais les dernières données, avant cet article-là, montraient qu'il n'y avait pas vraiment d'influence sur la sécheresse. On a une alternance entre pluviométrie importante et pluviométrie faible. C'est ce qu'on voit très bien sur les graphiques de Bourges, où on observe donc des années sèches et des années beaucoup plus humides. Donc là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas vraiment de tendance, c'est plutôt stable. À voir dans les prochaines années, parce que comme vous pouvez le constater depuis environ 2015-2016, on a des anticyclones qui ont tendance à remonter beaucoup plus au nord, et donc qui restent bloqués sur l'Europe et qui bloquent le passage des perturbations. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant.
En tant que passionné météo, on a du mal à digérer ça parce qu'il y a beaucoup moins de périodes perturbées et donc que ce soit au niveau des orages ou des phénomènes extrêmes, par exemple tempête, pluie, neige, entre autres, eh ben, malheureusement les anticyclones ne permettent pas d'observer des phénomènes perturbés comme ceux-là. Et là, c'est ce qu'on voit au niveau de la température au niveau de Bourges. C'est clair et net. Le réchauffement, non seulement il est important, mais en plus, il s'est largement accentué ces dernières années. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, il n'y a pas vraiment de plateau. C'est-à-dire que le réchauffement climatique ne va pas augmenter de manière rectiligne. Il va augmenter par paliers. Et ça, c'est ce que dénoncent les climato-sceptiques généralement. C'est qu'ils disent qu'il y a un plateau, il n'y a plus de réchauffement. Alors que c'est totalement faux. C'est une tendance là qui est en fait pas rectiligne, mais qui est par palier. C'est-à-dire que ça va augmenter au fur et à mesure, tous les 5 à 10 ans. On va avoir une augmentation claire et nette du réchauffement sur la région centre, mais aussi sur la France et dans le monde. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, une étude qui est sortie l'an dernier de la part de Météo France, c'est que le climat de Châteauroux, c'est celui, actuellement, qu'on connaît, c'est celui de Agen, il y a 30 ans. C'est-à-dire que cette zone se décale beaucoup plus au nord, et dans les années à venir, plus ça va aller, plus on va connaître des températures dignes d'une région méditerranéenne ou du sud, avec donc, des étés extrêmement chauds et secs, et des hivers beaucoup plus. Et donc, c'est ce que je disais, on a un net décalage du climat en 30 ans. C'est-à-dire que beaucoup de villes du Nord se retrouvent avec un climat d'il y a 30 ans des villes du Sud. Donc ça, ce sont des études claires et nettes, là on ne peut pas le nier. Il y a une évolution climatique majeure, donc à voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Cette étude elle est disponible sur le site Météo Oui, elle est disponible sur Météo France et dans la partie normale de saison où ils ont mis plusieurs cartes pour voir les évolutions des températures. Donc là, ce graphique-là est élaboré par Jérémy Sursin, qui est climatologue mais aussi prévisionniste au sein de notre association. Donc là, l'évolution de notre climat est claire et nette. C'est qu'il y aura, quoi qu'il se passe, une poursuite du réchauffement. Un réchauffement qui sera plutôt minime si, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on fait ce qu'il faut. On a une forte diminution et on s'adapte rapidement. Et après le scénario le pire, c'est celui-ci, le RCP 8,5, c'est qu'on aurait un réchauffement de l'ordre de 3, 4, 5 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Donc ce qui est un réchauffement qui est conséquent. Le moindre centième de degré, le moindre degré sera important. Les gens ne se rendent pas compte que 1 degré, 0,5 degré, c'est important sur l'évolution du climat à long terme. Alors lorsqu'on regarde le nombre de journées chaudes en région Centre-Val-de-Loire, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce nombre de journées chaudes va aussi augmenter. Donc ça correspond parfaitement avec l'évolution du climat, avec un réchauffement qui est majeur. Donc à l'horizon 2071-2100, le nombre de jours chauds donc, qui serait de l'ordre de 28 jours supérieur par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, selon le scénario de modéré, c'est-à-dire en orange. Donc c'est quand même un chiffre conséquent. Mais il serait de l'ordre de 54 jours selon le scénario le pire. C'est-à-dire que le nombre de jours de chaleur, c'est de l'ordre de 25 degrés. Donc c'est quand même conséquent. En 54 jours, c'est quasiment 2 mois de plus. Donc, ce qui montre que la période estivale va non seulement s'allonger, mais on va aussi observer de plus en plus de vagues de chaleur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au niveau des journées donc, et des nuits anormalement chaudes, ça c'est une étude de l'INSEE qui est sortie l'an dernier, qui est très intéressante aussi. C'est-à-dire que le nombre de jours chauds et de nuits anormalement chaudes, donc des nuits tropicales, des températures supérieures à 20 degrés, va doubler d'ici la période 2021-2050, donc actuellement. C'est-à-dire dans les années à venir, on va connaître de plus en plus de jours chauds, mais aussi des nuits tropicales. C'est-à-dire des nuits tropicales, ça va être des nuits qui vont être très compliquées, des températures qui sont de l'ordre de 20, 21, 22, 23 degrés si on a une agglomération par exemple. Et donc, qui veut dire réchauffement climatique, veut dire aussi augmentation de vagues de chaleur. C'est ce qu'on a constaté ces dernières années. On a de plus en plus de pics et de vagues de chaleur. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. On a eu un été chaud et sec. On n'a pas connu vraiment des périodes caniculaires. On a connu des pics caniculaires de l'ordre de 2 ou 3 jours, mais qui étaient récurrents et fréquents. Ce qui fait que non seulement il a très peu plu, mais en plus, il y a eu la chaleur qui a fait que ça a bien asséché les sols avec ces plusieurs vagues de chaleur consécutives. Et donc, forcément, si le nombre de jours de chaleur va augmenter avec le changement climatique, le nombre de jours de gel va fortement diminuer dans les années à venir. Donc, à l'horizon 2071-2100,
la baisse serait conséquente, hein. C'est de l'ordre de 21 jours en moins selon le scénario le plus modéré. Alors que le scénario le pire, ce serait donc de l'ordre de 33 jours en moins. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même conséquents, ça fait quasiment un mois, 2 jours de gel en moins. Donc sachant que la période estivale va s'agrandir et la période hivernale va se raccourcir, c'est pour ça qu'on va observer de moins en moins de jours de gel. Après, si on arrive à faire le nécessaire, on voit qu'on peut peut-être avoir une stabilité à l'horizon 2100, si on fait ce qu'il faut maintenant. Donc c'est toujours possible. Contrairement à ce qu'on pense, parce que je dis tout à l'heure, il y a toujours une note d'espoir, mais il faut qu'on agisse maintenant, avant que le climat ne s'emballe. Ce qui se passe déjà actuellement, le climat s'emballe rapidement. On a vu que l'augmentation des vagues de chaleur et le nombre de feux de forêt ces dernières années. Justement, c'est ça qui m'intéressait tout à l'heure, je vous en parlais, c'est l'évolution de la sécheresse, les épisodes de sécheresse. Donc on constate qu'avec un réchauffement climatique qui est important, que les épisodes de sécheresse seront non seulement de plus en plus fréquents, mais intenses. C'est ce qu'on voit par rapport aux cartes qui sont ici, hein. C'est qu'on aura un climat qui sera beaucoup plus sec en été, donc des étés qui seront chauds et secs. En hiver, on verra, si l'influence anticyclonique se fait encore sentir, on aura des hivers qui seront plutôt secs, c'est-à-dire qu'en période de recharge des nappes, ce sera très très compliqué. Donc la problématique de la gestion de l'eau dans les années à venir sera majeure. Il va falloir qu'on apprenne à gérer l'eau différemment, que ce soit pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, et je pense notamment aux agriculteurs qui, malheureusement, vont souffrir de ça, parce que l'eau est très importante pour nos cultures, et ça, c'est un enjeu majeur. Et enfin, on va s'intéresser aux feux de forêt. On va constater une nette augmentation des feux de forêt. Et la Sologne va faire partie des endroits en région Centre-de-Loire où l'augmentation des feux de forêt sera très importante. Donc là, par exemple, ce qu'on observe, c'est que l'indice des feux de forêt, qui est actuellement chez nous, est plutôt faible, mais avec un réchauffement climatique qui est de plus en plus important, on va observer que la région Centre-de-Loire va devenir quasiment comme l'arrière-pays méditerranéen, avec des feux de forêt beaucoup plus fréquents et majeurs. Donc ça, c'est une évolution qui est claire et nette, les chiffres sont là. Après, c'est pareil, il va falloir qu'on apprenne à gérer différemment nos forêts pour les protéger au mieux, et puis surtout travailler sur la prévention, puisque l'homme est responsable de la majorité des départs de feu. Il y a des départs de feu naturels avec la foudre, ou tout simplement des fossailles qui peuvent se brûler au soleil, mais généralement c'est l'homme qui est le responsable en jetant des mégots, en faisant une étincelle en travaillant du bois par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler la prévention pour éviter tout ça. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau du climat, entre autres. J'ai fait une globalité, parce qu'après je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va y passer la semaine. Mais est-ce que vous avez des questions sur le réchauffement climatique, entre autres, le climat de la région, ou autre chose? Non, c'est bon. Au niveau des scénarios, Oui, pardon. est-ce que le 4.5 est encore objectivement atteignable au niveau mondial en fait, parce que alors pour l'instant, les scientifiques ont mis sur un scénario de l'ordre de 2 degrés déjà pour limiter les émissions, mais on est largement objectif et on sait très bien que actuellement les politiques ne font rien pour arranger la chose. Ils n'ont pas encore assez conscience des enjeux. Ils ont beau parler, dire oui on vous écoute, on écoute les scientifiques, on écoute les passionnés, mais le problème c'est que on ne voit pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Je pense que les particuliers font déjà ce qu'il faut, pour la plupart. On est conscient des problématiques, on gère mieux l'eau, on gère mieux nos consommations, un peu mieux. Mais c'est aussi aux grandes entreprises et aux politiques de faire le nécessaire pour qu'on puisse améliorer ça, parce qu'on sait très bien que sans baisse importante des gaz à effet de serre, donc tout ce qui est CO2, méthane entre autres, va fortement augmenter. Donc si on ne diminue pas ces gaz à effet de serre, malheureusement le 4.5 va être atteint. C'est-à-dire que même beaucoup plus, on va avoir un scénario peut-être plus important si on ne fait pas le nécessaire. Après, il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément en compte la variété naturelle au niveau de, par exemple, ce qu'il y a un volcan qui peut refroidir temporairement le climat. Donc ça va être épisodique. On sait très bien qu'il peut y avoir des facteurs naturels. Un volcan qui explose qui peut refroidir un peu le climat. Mais là, dernièrement, le dernier volcan qui a explosé, qui a été important, qui était au mois de janvier dernier, pas de cette année, mais l'année d'avant, le Mont Tonga, je crois, de mémoire, il a explosé et on sait que les dernières études ont montré qu'il avait fait renforcer le réchauffement climatique, au contraire. Parce qu'il a émis trop de vapeur d'eau dans les hautes sphères de l'atmosphère.
Et donc dans la stratosphère, on a observé qu'il y avait des quantités phénoménales de vapeur d'eau qu'on émise, et on sait que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. C'est de l'eau, on est d'accord, mais ça va agir comme un gaz à effet de serre, donc ça va renforcer le réchauffement plus qu'autre chose. Donc ça, c'est une première mondiale, je crois, qu'on observe au volcan qui a tendance plus à réchauffer que refroidir. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de vapeur d'eau qui était mise en eau particulier. Voilà. Ça va être une question. C'est vrai, parce que je me rappelle de 2006, le film d'Al Gore. Hein. Tout le monde devait mettre en application les villes, les industries, mais dans les faits, tout le monde en a dit en tout temps. Al Gore, il était alarmiste, mais Al Gore, il avait raison sur plein de points. C'est que c'était les premiers politiques qui avaient compris que le climat allait changer. Donc il y avait pas mal d'erreurs dans ce qu'il disait à certains points. On est entièrement d'accord, mais Al Gore qui a fait être président des États-Unis, il avait tout compris sur certains points, il savait que le climat allait évoluer. Et si on avait pris en compte tout ce que nous disaient les scientifiques depuis 40 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que certains ont fermé les oreilles, ont fermé les yeux. Et malheureusement, sur un environnement du climat, on le voit clairement ces dernières années, malgré certains commencent à critiquer et dire que c'est déjà arrivé qu'il fasse chaud, qu'il fasse sec. Alors oui, c'est déjà arrivé que certaines périodes soient sèches, mais le problème, c'est ce qu'on dit, c'est pas que c'est pas déjà arrivé, c'est que ces fréquences et la récurrence de ces phénomènes s'est amplifiée et en plus se sont intensifiées. Donc c'est pour ça que c'est à nous de faire la prévention, on fait des conférences aussi entre autres pour expliquer tout ça, que ce soit aux particuliers mais aussi aux politiques, pour comprendre ces enjeux qui sont majeurs d'ici quelques temps, même actuellement. À l'époque, je me rappelle, au niveau français, il avait été mis en place au niveau national des formations, tous les fonctionnaires gratuits sur l'environnement, sur qui avaient participé parce que ça m'intéressait, j'avais reçu un domaine Michel, mais il n'y avait pas grand monde qui allait, personne ne connaissait ça, les sentiments. Je n'ai pas compris. Ça n'a pas été diffusé partout, qu'il y avait une formation gratuite, tous les gens, tous les fonctionnaires de France pouvaient aller en formation sur l'environnement. Il y a un problème de communication aussi, hein, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait vraiment une bonne communication, que ce soit entre les scientifiques, donc Météo France, certains climatologues, ils font tout ce qu'il faut. Hein. Ces derniers temps, on les voit, ils sont partout, ils font les rapports, ils font tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est aux politiques d'agir et rapidement. Parce que les dossiers sont entre leurs mains, ça fait 40 ans qu'on leur dit ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut faire, du moins ce qui est écrit dans les dossiers, et qu'ils disent bon, on va faire ça, on verra. Et chaque fois, c'est souvent du blabla, je vous ai de le dire, c'est la vérité, hein, malheureusement, mais nous, on est là aussi pour faire changer les choses, et rapidement, pour que... On voit quand même certaines évolutions dans certaines villes, hein, certaines agglomérations qui sont conscientes de tout ça, et qui font le nécessaire pour... notamment revégétaliser les écoles pour qu'il y ait moins d'endroits chauds avec le soleil et les périodes de chaleur. C'est bien, déjà, il y a certaines choses qui sont faites. Mais après, il faut travailler aussi au niveau de la consommation énergétique. Et il y a pas mal de villes, dans le Berry, que ce soit au niveau de Bourges, Châteauroux, Argenton, je pense, qui font nécessaire pour diminuer la consommation d'énergie. C'est pour citer ces villes-là, mais il y en a d'autres. Donc, il y a pas longtemps qu'ils s'y mettent. Hein. Alors, oui. Je vous dis 2006. Hein. Oui, mais il y a certaines villes que ça fait longtemps quand même. Depuis les années 2000, ils le font, mais là, ces dernières années, il a fallu malheureusement attendre la crise énergétique pour que certaines villes d'agglomération bougent. Donc c'est ça qui est dommage. Ouais. Voilà. Là, après, Météo France doit former les 36 000 maires de France. Ouais. Une obligation. L'État leur a demandé de... Alors, il va falloir du temps. Il va falloir du temps et surtout les moyens. Parce il que, surtout qu'ils trouvent des gens pour y aller. Pour parler de Météo France... Ah bah non, mais là, les maires vont être obligés. Ouais. Pour parler de Météo France, il faut que l'État donne absolument des subventions et qu'ils embauchent massivement Météo France. Parce que là, dernièrement, il y a quelque chose de malheureux qui s'est passé, c'est que dans les derniers jours, j'ai vu qu'ils avaient fermé le centre de Montégoal, c'est ça exactement. Il n'y aura plus personne à Montégoal. C'est un observatoire qui est majeur pour les filles. L'observatoire. Voilà, et c'est plus un truc comme ça. C'est l'Uxlacro qui va être fermé. Voilà, c'est ça. Donc c'est dommageable, parce qu'on pensait qu'ils allaient y rester. Mais comme le problème, c'est des coupes budgétaires massives, avec une baisse forte des effectifs, malheureusement, France, il manque de moyens, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation au niveau, je pense, des prévisionnistes et des professionnels dans l'organisme. Mais le problème, c'est que nous, on est là aussi pour les aider. C'est notre rôle aussi aux assos d'appuyer au niveau des données et de les aider pour faire de la communication, parce que malheureusement, l'État ne fait rien pour améliorer les services de Météo France. Et c'est malheureux à dire, les services de Météo France se détériorent depuis plusieurs années. Et ça, on le déplore, on est plusieurs à le déplorer, alors que Météo France, il était, faut pas se le dire, on va pas se le cacher, hein, c'était le meilleur organisme pour moi météo au monde. Parce qu'on a des climatologues renommés, on a des météorologues renommés, et aujourd'hui, malheureusement, ça se détériore, comme vous allez dire, d'autres services publics. Mais
L'ONF, c'est pareil, enfin, tout ce qui touche à l'environnement. Un autre Et c'est dommage. exemple, Nancerre, avec le centre de radioastronomie qui devait fermer. Il y a eu une mobilisation, Neige dans le désert. je pense, du monde de l'enseignant et autres, et il a quand même pas fermé, mais il continue. Mais il était C'est prêt à... important, c'est pour ça que nous, tant qu'on est là, qu'on est mobilisé, il ne faut pas lâcher parce que après Météo France, on espère que l'État va faire ce qu'il faut. Parce que malheureusement, ces derniers mois, Météo France, ils prennent de grosses remarques et plutôt des mauvaises remarques parce qu'ils n'arrivent plus à gérer certaines situations, ils n'arrivent plus à gérer certains épisodes parce qu'ils ont un manque d'effectifs et de moyens. Donc nous, on les déplore parce que malheureusement, leur service il est majeur et important. Et il y a un problème de communication, il faut retravailler toute la communication au niveau de Météo France, au niveau des prévisions de vigilance. Et ça, c'est pas la faute des professionnels et des employés, hein, c'est la faute de l'État qui fait pas ce qu'il faut pour leur donner les moyens nécessaires. L'État, c'est les bulletins de vote, aussi, quelque part. Et si l'État ne donne pas les subventions à Météo France, malheureusement, les suivis ils vont se détériorer. Et donc, heureusement qu'il y a aussi des associations qui sont là pour compléter un petit peu au niveau local des informations. Nous, par exemple, on sait qu'on va être partenaire avec Météo France, parce qu'on ne se voit pas comme concurrent, on se voit comme complément. On est là pour travailler ensemble, tout ça avec notre service, pour que justement on puisse avoir la meilleure évolution possible au niveau de certaines structures, quoi. Donc, on verra. Ici, vous prêchez que des convaincus ici. C'est ça le problème. Bon, après, on espère que sur les réseaux sociaux, les gens nous écoutent et qu'ils sont d'accord avec nous. Ça marche un peu, moi je suis anti-rosé avec ce banc, je fais mal au corps. On est mal assis. Alors, on va faire une dernière petit point et après c'est parti. Ça existe encore? Alors, La quoi? La neige, ça existe encore? justement, on va en parler parce que, comme on a un paradis hivernal, souvent on adapte les conférences en fonction de la saison. D'habitude, en été, on fait plutôt les orages, et là, on va voir un petit peu la neige. Comme ça, au moins, on en aura vu un peu. On sera la seule que vous aurez vu cet hiver. Ouais, c'est ça. On en a eu un petit peu cet hiver, on va pas se cacher, mais malheureusement, c'est vrai que ces dernières années, c'est de calme plat au niveau des gros épisodes neigeux. Alors, on va parler donc de la formation de la neige. Donc, il y a 3 conditions pour que la neige se forme. Il faut que la température de la masse d'air soit à toute altitude proche ou inférieure à 0 degré. C'est une des premières conditions. Il faut qu'il y ait une importante quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et il faut qu'il y ait des minuscules particules volatiles, donc de sable, de poussière, qu'on retrouve naturellement. Et après, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, il y a aussi l'influence humaine qui va émettre de la pollution, donc forcément ça favorise la condensation, entre autres la formation de neige. Donc comment ça se passe la formation de la neige? Tout simplement, c'est au début, le rayon du soleil chauffe le sol, on va former, donc, pour former cette neige, il va y avoir l'évaporation. Au contact d'un air plus froid, ça va faire de la condensation, ça va former un nuage. Et donc ensuite, on va observer donc, la condensation. Donc la condensation, donc, ça va passer donc, de l'état gazeux à l'état liquide dans le nuage. Et donc, plus le nuage va augmenter en altitude, avec les gouttelettes d'eau, plus ces gouttelettes d'eau vont s'enfroidir et ça va former ce qu'on appelle des particules de glace, des cristaux et des germes, qui vont se condenser autour de noyaux de condensation, de congélation. Et donc ensuite, quand ces particules de glace, ces flocons de neige, ils sont trop lourds, ils sont bien agglomérés, ils vont finir par tomber et vont rencontrer d'autres petits flocons de neige ou particules de glace, qui fait que ça va former des flocons un peu plus gros. Et donc ça va tourner le poids du sol de plus ou moins grosse taille en fonction de ce qu'on verra tout à l'heure, de la quantité d'eau, du vent, du relief. Donc voilà comment se forme la neige en quelques étapes. On va faire un résumé simple. Les différents types de neige. Alors il y a 3 types de neige. Donc la neige sèche, donc on retrouve très peu d'eau, très peu de quantité d'eau dans cette neige-là. C'est souvent celle qu'on retrouve en montagne. C'est de la poudreuse. C'est de la très très bonne neige, notamment pour les skieurs. On a déjà observé de la neige sèche ici, notamment en 2012, que lorsqu'il y a eu une vague de froid, une dernière vague de froid qui était importante, donc ça fait déjà plus de 10 ans. On a notamment observé un épisode neigeux avec une température de l'ordre de -6, -7, et la neige, ce qu'on disait, elle était bien sèche. Vous voyez très très bien, ça, vous le sentez quand vous marchez dessus, ça clique.
ne peut pas faire de bonhomme de neige. Ah non, des boules C'est ça. de neige. Ensuite, on a la neige humide, celle qu'on observe le plus souvent en plaine, lorsque les températures sont proches de 0 à 1 degré. Il y a un petit peu d'eau liquide à l'intérieur, elle est souvent collante et lourde, et c'est souvent celle qui est la plus redoutée sur les routes. Et c'est souvent les végétaux qui vont céder lorsque l'on tombe des grosses quantités, c'est les végétaux qui vont tomber parce que le poids est tellement important qu'ils tombent. Et enfin, on a la neige mouillée, donc c'est là qu'on trouve beaucoup d'eau liquide à l'intérieur, souvent ça fond quand elle tombe sur la route, ça peut tenir sur l'herbe. Elle peut tenir sur la route seulement si elle tombe en grosse quantité. Voilà. Elle tombe généralement par des températures positives, c'est-à-dire que la température est positive seulement sur les derniers mètres près du sol, ce qui fait qu'elle fond un petit peu, c'est souvent de la neige fondante, la neige mouillée, mais elle peut tomber. de la soupe. C'est ça, c'est ça qu'on appelle la neige. Et on observe en fait, c'est les deux qu'on observe le plus souvent, hein. C'est la neige humide collante et la neige mouillée. La neige sèche est beaucoup plus rare sur notre région Val-de-Loire. Et donc la quantité d'eau liquide, c'est un des facteurs clés pour déterminer le type de neige, comme vous avez pu le voir. Alors, prévoir la neige. Prévoir la neige en tant que prévisionniste, puisque du coup, ça fait depuis 2016 que j'ai intégré l'association, je fais des prévisions sur la région centre. Donc ça fait plus de 7 ans maintenant. Avant d'être entré dans l'association, je me suis auto-formé. Donc, je suis une personne autodidacte sur les prévisions météo, j'ai appris à lire des modèles météo. Et par expérience, la neige avec les orages, ce sont les deux phénomènes les plus durs à prévoir. Alors, c'est ce que je vais expliquer là. On utilise donc des modèles, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Olivier, on s'appuie souvent sur les modèles de météo ciel. Donc les météo ciel mettent pas mal de modèles du monde différents à disposition, que ce soit français, canadien, anglais, allemand, peu importe. Et donc nous, ça nous permet de faire des prévisions météo. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est le modèle Arpège de Météo France, qui met à disposition sur le site de Météo Ciel, mais sur d'autres sites également. Je parle de Météo Ciel, mais il y a d'autres sites de prévision qu'on utilise pour faire des comparaisons et surtout pour faire nos explications. Donc là, par exemple, j'ai pris l'épisode neigeux du 10 février 2021, qui a eu lieu entre le 9 et le 10 février 2021. Donc là, ce qu'on observe pour vous faire l'explication rapide, les hachures blanches correspondent au type de précipitation plutôt neigeuse, et en bleu-vert, donc c'est plutôt sous forme de pluie. Donc là, je me suis basé sur différents modèles météo, pas que sur un seul, puisqu'il ne faut pas se baser sur plusieurs modèles pour faire une moyenne, pour faire une bonne prévision. Une prévision comme ça de neige, je ne vous cache pas, ça peut prendre parfois 3, 4, 5 heures, le temps d'analyser pour ne pas se précipiter, on va dire, dans l'euphorie, pour dire qu'il va tomber 45 cm de neige. Souvent, certains modèles, ils annoncent 40 cm de neige, certains les partagent, malheureusement, ça fait une mauvaise communication. Et nous, derrière, après, on va dire, bah, vous êtes plantés. Alors qu'en fait, quand on regarde la moyenne des scénarios, par exemple ici, sur certains modèles, vous voyez 15 cm, mais quand on prend en compte différents paramètres, que ce soit la température, l'humidité de l'air, le vent, l'activité, le comportement du front neigeux, le relief, l'intensité des précipitations, l'isotherme 0 degré. L'isotherme 0 degré, qu'est-ce que c'est? C'est l'altitude à laquelle la température va être à 0 degré. Donc cette altitude va varier en fait au fil des fronts, au fil des passages perturbés. Donc par exemple, quand là, il y a un risque neigeux, on sait que l'isotherme 0 degré est assez bas. Donc, par exemple, ici, il était de l'ordre de 200 ou 300 mètres d'altitude de mémoire. Comme les précipitations sont assez importantes, si l'isotherme 0 degré a tendance à baisser près du sol. C'est pour ça qu'on observe donc, de la neige, puisque il neige par 0 degré. Pardon. Donc, par exemple, pour faire cette prévision, donc, je suis appuyé sur ces divers paramètres. Ce ne sont pas les seuls, hein, parce que sinon, après, il y a une multitude de paramètres à prendre en compte, notamment le profil de la masse d'air que j'évoquerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Donc, en fait, quand on regarde la prévision neigeuse, il faut prendre en compte ces divers paramètres, mais aussi les observations en direct. C'est-à-dire que nous, on peut élaborer une prévision, et parfois, il y a des petits décalages par rapport au direct. Donc, souvent, les observations des personnes, du grand public ou des passionnés, elle est très importante parce que nous, on peut réadapter le texte en fonction de la situation. Donc souvent on dit, bah oui, vous avez fait du direct. Bah, ça arrive parfois, malheureusement. La neige, on peut se planter comme d'autres phénomènes. C'est souvent des probabilités et des risques, donc on peut parfois se planter littéralement. Donc là, pour le coup, cette prévision, elle a été plutôt bonne parce que les modèles étaient très stables. On a pu l'anticiper 24 heures à 48 heures à l'avance. Mais la neige, généralement, on ne peut pas la prévoir au-delà de 48 heures. C'est là où on peut élaborer des tendances, on va dire voilà, c'est possible qu'il y ait un épisode neigeux dans 3 à 4 jours. On ne sait pas dans quelle mesure, quelle chronologie, quelles régions sont les plus touchées et surtout dans quelle intensité. Ça peut varier d'ici là. Donc
Donc souvent les prévisions neigeuses, c'est pour ça qu'on peut élaborer un article en disant bah, voilà, il y a un risque neigeux dans 3, 4 jours, 5 jours. Mais tous les articles qu'on a dit qui sont putaclic, c'est-à-dire que marque une grosse neige en prévision, nous on rate tout le temps parce que c'est juste pour faire du clic et quand on clique sur l'article, on s'aperçoit que finalement bah, on attend 2 cm de neige. Donc souvent, nous on rate parce que quand on fait des prévisions, on essaie de faire au mieux, d'être le plus pédagogue possible, mais aussi d'être le plus précis et surtout rigoureux. Parce que souvent, sur cet épisode-là, on va annoncer 15 cm, alors que vous voyez la réalité, c'est ce qui s'est passé. Hein, on avait observé sur cet épisode de mémoire 5 à 10 cm, donc ça a été un peu plus intense que prévu. 5 à 10 cm, c'était 1 cm de plus, mais globalement, la prévision était bonne, parce que c'est tout le long de la région centre qui avait été touché. Donc ça arrive qu'on réussisse et d'autres moments qu'on se plante littéralement. La différence entre pluie, neige ou verglas, c'est là, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est le profil de la masse d'air est très importante. Donc la température, lorsqu'elle est inférieure à 0 degré sur toutes les couches, lorsqu'il va pleuvoir, lorsqu'il y a une perturbation qui va arriver, ça va être de la neige. Parce que la température est vraiment inférieure à 0 degré sur toutes les altitudes, donc sur les 3-4 couches qui sont au-dessus de nous. La température, lorsqu'elle est supérieure à 0 degré, au-dessus d'une couche où la température sera inférieure à 0 degré, c'est là que ça va être pénible à analyser, puisque souvent on va observer des pluies verglaçantes. Le moindre décalage de cette langue d'air chaud qui passe au-dessus de la langue d'air froid qui va résister près du sol va être pénible, puisque ça peut former des pluies verglaçantes. C'est-à-dire que la neige va tomber, va rencontrer une couche où l'air est un peu plus doux, avec des températures supérieures à 0 degré, donc cette neige va fondre, se transformer en pluie. Mais dès qu'elle va retourner près du sol, sur les 100 ou 200 mètres près du sol, où la température est négative, ou proche de zéro, cette pluie n'a pas le temps pas son temps de se transformer en neige, elle va arriver près du sol et va glacer instantanément. Les sols sont gelés et c'est là qu'on observe des pluies verglaçantes. L'un des phénomènes les plus redoutés, non seulement par les prévisionnistes, mais aussi par les orthophonistes, simplement. Et après, tout simplement, lorsque la température est supérieure à 0 degré sur toutes les couches de l'atmosphère, c'est de la pluie. Après, ça peut arriver que l'air froid en altitude, il neige, et comme la température est trop douce sur les 500 ou 600 derniers mètres, on observe que de la pluie. Voilà un petit peu pour la différence entre pluie, neige ou verglas. Un phénomène aussi intéressant, la neige par exothermie. C'est là que c'est intéressant, c'est un phénomène qui est très complexe à prévoir, parce que ça dépend de la fluctuation de l'isotherme 0 degré. Donc si l'isotherme 0 degré est à ce niveau-là, on observe pour l'instant que de la pluie, parce que s'il est trop haut, s'il a 700 ou 800 mètres d'altitude, alors que nous on se situe à 200 mètres, on n'aura que de la pluie dans un premier temps. Comment ça va évoluer? Donc on va regarder l'intensité et la durée des précipitations. Si ces précipitations sont durables et soutenues, qu'est-ce qui va se passer? L'air qui est très froid en altitude va progressivement être plaqué près du sol, et donc la température va progressivement baisser. On observera dans un premier temps uniquement de la pluie, mais comme la température va continuer à chuter, la pluie va finir par se transformer en neige. C'est comme ça que se passe le phénomène de neige par isothermie. Et généralement, c'est de la neige humide mouillée, parce que la température est de l'ordre de 0 à 2 degrés lorsqu'on observe ce phénomène. Il y en a eu un très très beau épisode de neige par isothermie qui s'est produit dernièrement, qu'on a observé à Pau, il y a quelques jours, vous avez pu voir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler à la télévision. C'est un épisode qui a été mal anticipé, parce que c'est un épisode qui est très complexe à prévoir, mais on voyait très bien sur certains paramètres que c'était possible. Parce qu'on voyait très bien que les isothermes 0 degré étaient à un niveau de 600, 700 mètres, 800 mètres d'altitude. Et comme les précipitations étaient très très soutenues, ça a permis à l'air froid de descendre près du sol. Et là, c'est là qu'on a observé 5 à 10 cm de neige en pleine ville. Donc ça a surpris plusieurs personnes, mais ça peut arriver. On en a eu un très beau aussi qui s'est produit dernièrement, c'est celui qui a été observé à Châteauroux, en janvier. On a eu un bel épisode de l'ordre de 5 à 6 cm de neige, un des plus importants depuis quelques années. Parce qu'on a eu de neige, et là on a observé un bel épisode, c'est juste que la température a très très vite chuté, parce qu'on avait l'air froid en altitude, je me semble de moins 20 ou moins 30, ce qui fait que ça a été plaqué près du sol, mais comme forcément on ne fait pas moins 20 ou moins 30 près du sol, mais comme l'air froid se réchauffe en descendant près du sol, on observe une température de l'ordre de 0 moins 1, ce qui fait que la neige a pu tenir et tomber en grande quantité pendant quelques heures. Un autre phénomène qui est intéressant sur la neige, on a vu la neige par isothermie, mais aussi la neige industrielle. Alors,
la neige industrielle, c'est ça, c'est un phénomène qui est particulier. Parce qu'à contrario d'une neige classique, c'est ce qu'on expliquera tout à l'heure, il y a des conditions bien particulières. Contrairement à notre neige qu'on verra tout à l'heure, la neige industrielle se forme par conditions de cycle unique. Conditions de cycle unique, c'est-à-dire que c'est un temps calme, froid, où il y a des brouillards, il n'y a pas de vent. Donc si toutes ces conditions sont réunies avec des températures négatives près du sol, du brouillard, un fort taux d'humidité, un temps calme, il y a de fortes chances que dans les zones industrielles, il se forme de la neige industrielle. On est dans une situation, en fait, si vous voulez, d'inversion de température. Ce que je montrais sur le schéma tout à l'heure, c'est-à-dire que l'air froid et humide est plaqué près du sol, tandis qu'on a un air qui est plus lourd d'altitude. C'est ce qu'on observe, vous savez, généralement l'hiver, quand vous passez dans les petites vallées, dans les cuvettes, près des rivières, vous voyez des températures de -3, -4, et lorsque vous remontez sur les collines, sur les coteaux, bah, parfois il fait 0, +1, c'est là qu'on observe une inversion de température. C'est l'air froid avec piégé près du sol, dans les cuvettes, avec les brouillards, la pollution entre autres, alors que l'air d'eau va être en altitude. Et donc cette neige industrielle va se former dans les zones polluées. La prévision elle est impossible, puisque les modèles météo ne prennent pas en compte le taux de pollution, les particules fines. Donc, généralement en hiver, quand on observe la neige industrielle, c'est donc dans les zones industrielles, puisqu'il y a aussi les voitures, les usines qui vont émettre des particules fines. Et aussi, on peut en trouver près des centrales nucléaires où il y a de la vapeur d'eau. Il n'y a pas de particules fines de pollution, c'est de la vapeur d'eau qui est émise en grande quantité. Et c'est là qu'on peut observer donc, des phénomènes de neige industrielle. Généralement, c'est de l'ordre de quelques centimètres, voire 1 ou 2, quelques traces plutôt plus. Et ça peut arriver que certains phénomènes soient exceptionnels. C'est ce qu'on a observé il y a quelques années en Lorraine, de mémoire, où il était tombé 20-30 cm de neige près d'une centrale nucléaire pas loin de Metz, je crois. Oui, l'hiver dernier était particulier parce qu'on a eu un cyclone qui était bien présent encore comme cette année, mais là il était placé dans un sens où l'air froid était plaqué près du sol. Et pendant plusieurs jours, on a observé donc, un fort taux d'humidité avec du brouillard persistant. C'est là qu'on a observé de mémoire, si on tourne 4 ou 5 épisodes de neige industrielle, dont un qui était important. On a observé 3 à 4 cm de neige, ce qui est quand même conséquent. Donc cette neige industrielle, en fait, c'est comme, je expliquerai tout à l'heure dans la diapo suivante, va se former autour donc, des particules fines, comme les grains de sable ou les grains de poussière. Ça va se condenser autour de ces noyaux-là, donc des noyaux de condensation, et donc en fait, ça va former la neige. Donc sur seulement 200, 300, 400 mètres d'altitude. Hein. C'est vraiment en dessous. Tout ce qui est au-dessus, dès que vous passez la couche nuageuse, vous avez un plein soleil. Donc neige industrielle ou naturelle, comment les différencier? Alors, déjà au niveau de la ressemblance, c'est le même processus de formation. C'est des gouttelettes d'eau qui vont se condenser autour de noyaux de condensation. Ça va former un nuage ou un flocon, en fonction du taux d'humidité entre autres et de la température. Les différences. La neige naturelle, c'est dans un contexte dépressionnaire, donc ça va être un front pluvieux neigeux qui va traverser la France ou la région, sur des grandes étendues. C'est là que sur plusieurs centaines de kilomètres, vous pouvez observer un épisode neigeux. Ça peut être sur seulement 15, 20, 30 km, aussi en fonction des averses, mais c'est dans un contexte dépressionnaire. Et ça se forme surtout en altitude. Lorsqu'il y a une dépression, la neige va tomber à 2300 mètres d'altitude, va progressivement descendre vers le sol, alors que la neige industrielle, c'est vraiment très près du sol. Hein. C'est souvent en dessous de 1000 mètres d'altitude, voire 500 mètres d'altitude. On a une couche de brouillard, ce qui fait que le taux d'humidité va fortement augmenter. Et lorsque le taux de pollution est très important, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ces particules, ces gouttelettes d'eau vont se condenser autour des particules de pollution et ça va former donc, de la neige industrielle sur des endroits très peu étendus. Ça peut être sur de l'ordre de 500 mètres, 600 mètres en distance, voire 1 km. Là, la dernière fois à Châteauroux, il y a eu, je crois, une zone qui était quand même assez conséquente de l'ordre de 5-6 km. Parce qu'il y avait un taux de pollution qui était important, et en plus, l'air froid était bien plaqué près du sol depuis plusieurs jours, avec un fort taux d'humidité. Ce qui fait que les trois couplets, ça va former cette neige industrielle. Et pour terminer, donc on va faire un petit lien entre la neige et le réchauffement climatique. Vous en doutez, je suis basé sur le graphique donc, de Paris de Météo France. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que le nombre de jours de neige, au fil des années, diminue. C'est vraiment quand on observe des températures plus chaudes et plus douces et surtout des conditions qu'on a actuellement, c'est compliqué d'avoir des jours de neige. Donc quelques remarques.
Les hivers peu neigeux deviennent de plus en plus fréquents, sur les dernières années notamment. Avant, c'était vraiment très fréquent, c'était classique, on observe 5 à 10 jours de neige par an. Alors maintenant, dès qu'on a un épisode neigeux, c'est limite exceptionnel. Et surtout, cette apparition s'est faite depuis les années 80 à peu près. Et ce qu'on observe ici, on voit que certains hivers sont sans neige, et ces hivers sans neige on cesse d'augmenter au fil des années. Donc en s'appuyant sur la station Météo France de Pau, sur la période 91-2020, on a 12,9 jours de neige en moyenne. Vous allez me dire, ah bon, tant que ça, mais oui, mais ça prend en compte les années 90 et 2000. Ça en fait toujours pas les dernières années, parce que le climat évolue trop rapidement malheureusement. Contre 14,5 jours sur la période 81-2010. Donc on voit déjà qu'il y a quasiment une baisse de 2 jours en une décennie. Donc là, vous allez voir sans doute que d'ici 10 ans, ce chiffre aura fortement baissé. On va passer sans doute sous moins de 10 jours et progressivement en plus. Et justement, par rapport à cette évolution très rapide, est-ce que on pense, au lieu de faire les normales tous les 10 ans, est-ce qu'on va faire une normale en 2025 pour essayer de prendre en compte ce... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Météo France, mais on sait que en fait, les normales de 10 ans sont basées selon les règles strictes de l'Organisation mondiale de la météo. En fait, on ne va pas modifier. C'est ça, c'est international. C'est ça. C'est pour toutes les normes, que ce soit 91-2020. Pareil, même pour la période de référence 1976-2005, c'est la référence pour le climatologue pour élaborer la projection climatique. Et l'Organisation mondiale de la météo nous demande de communiquer à tous les organismes sur la période 61-90 pour voir l'évolution du réchauffement climatique. Donc souvent, vous allez avoir la norme 1961-1990 pour voir le réchauffement, parce qu'on considère que c'est à partir de cette période-là que le réchauffement a commencé à se produire de plus en plus nettement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est une petite note d'humour. On espère qu'on aura certains hivers plus neigeux. Après, la variabilité naturelle est encore là. C'est-à-dire que ce ne serait pas étonnant d'observer 3 à 4 épisodes neigeux sur un mois, mais pourtant ça ne mettra pas en cause la tendance. Ça, ces dernières années. C'est encore une différence entre météo et climat. La météo, c'est 3-4 épisodes neigeux qu'on va observer sur un temps court, alors que le climat, l'évolution va montrer que le nombre de jours de neige diminue au fil des années. Voilà, encore pour faire une petite comparaison. En pluviométrie, on considère en gros qu'un centimètre de neige, ça va faire 1 millimètre d'eau. Alors, en fonction de la nature de la neige, si elle est poudreuse ou... Exactement, c'est ça. Ouais. En fait, on dit souvent 1 mm d'eau égale 1 cm de neige. Ouais. C'est pas toujours vrai et c'est souvent faux, puisque ça dépend de la température du sol. Parce que la neige peut tomber, par exemple, pendant 1 heure, si le sol est trop chaud, elle ne tiendra pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte aussi dans les prévisions. Si le sol est bien froid depuis plusieurs jours, dès qu'il va tomber un flocon, ça va tenir instantanément. Donc là, on est sûr que ça va tenir, on pourra avoir une bonne couche. Ouais. Ça dépend encore de la vitesse de la chronologie. Donc les résultats en pluviométrie pure ne sont pas forcément justes. C'est-à-dire que souvent on dit 1 mm d'eau égale 1 cm de neige. Ouais. Parce que les pluviomètres, des fois, souvent les diamètres ou quoi, ça peut déborder de neige et en fait, quand ça va fondre, tout ne va pas aller pour le pluviomètre. Il suffit qu'il y ait un petit glaçon qui s'est formé parce qu'il y a un petit peu de fond du pluviomètre et que dessus il tombe 5 cm de neige, ou même une grosse quantité. On n'a plus ce souci-là, on n'a plus de neige, mais bon. On n'a plus ce souci-là, mais ça peut toujours arriver. Il faut savoir aussi, la neige ne va pas complètement disparaître. On en a encore, mais par période. C'est-à-dire, par exemple, souvent dans les journaux, vous allez voir un gros épisode neigeux ou vague de froid, alors que ce ne sont pas des termes appropriés. Là, par exemple, dans les jours qui vont venir, dès aujourd'hui, on a une forte mise, on n'a pas une vague de froid, mais c'est juste un épisode froid classique. Les températures, pour vous donner une idée, ce sera de l'ordre 5-6 degrés pendant quelques jours l'après-midi, et de l'ordre de -2, -3, -4 le matin. Donc on est loin d'une vague de froid, parce qu'il y a des caractéristiques bien définies à avoir pour parler d'une vague de froid. Il faut que le seuil national soit inférieur à 2 degrés en dessous les 0 pour parler d'une vague de froid sur au moins un pic. Dans une journée, et il faut que ce froid dure au moins 2 à 3 jours. Donc il y a des caractéristiques qui sont vraiment, et là encore je n'ai pas tout cité, c'est beaucoup plus rigoureux que ça, mais il y a des termes qui sont employés pour, si vous voulez, certains médias suscitent l'émotion chez les gens pour, ce que j'ai tout à l'heure, du clic. C'est le clic, c'est tout. Donc nous on râle un peu sur ça, parce que souvent les gens disent, voilà, Météo France, Météo Centre, c'est encore planté, alors que nous on n'a jamais annoncé ça. Et souvent quand vous cliquez sur l'article, vous observez que finalement nous on aura 1 cm de neige. Donc, pour nous, mais comme les gens ne lisent pas, souvent nous on a un porte-à-faux et donc c'est compliqué pour nous.
Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en général sur d'autres phénomènes, sinon on va clore la conférence. Merci beaucoup. Eh ben de rien, j'espère qu'on vous a appris des choses. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est dans la méthode du possible, on répondra sur Facebook ou par mail. Voilà, ça je parle aussi pour ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. Si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème, on essaiera de faire d'autres conférences à l'année. Après, on a une assemblée générale qui va avoir lieu le 10 juin à Saint-Aignan. Le 10 juin à Saint-Aignan, à la mairie de Saint-Aignan. C'est ça, donc après, je pense qu'on essaiera de faire des conférences si on peut. La prochaine conférence prévue, c'est le... Voilà. La prochaine conférence prévue, c'est le 23 mars à l'atelier de la bière à Château. Voilà. Avec l'exposition qui devrait être posée une semaine. C'est encore en pourparlers pour l'exposition. Après, il y aura une conférence d'1 heure à Bélabre, dans le sud-ouest de l'Indre, dont on va aller poser une webcam crue sur l'Anglin. Ça a été fait, je crois. Et après, ce sera l'assemblée générale habituelle, assemblée générale le matin pour les adhérents, les personnes qui veulent être présentes, qui n'auront pas le droit de voter si elles sont pas adhérentes, bien sûr. Et l'après-midi, cycle de conférence, on va décider encore de monter sur. Après, l'intérêt, c'est qu'on arrive à se déplacer dans différents secteurs de la région centre, dans la mesure du possible, parce que souvent, nous, la plupart de l'équipe se situe dans l'Indre, donc souvent, vous allez voir qu'on est en direct de l'Indre, parce que forcément, c'est à côté de notre travail, c'est à côté de notre domicile, donc forcément, ça, après, c'est ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, on n'est que des bénévoles, donc souvent, l'association prend une grande part de notre vie aussi, personnelle, un petit peu, plus que notre travail personnel. Pour ma part, ça m'arrive, rien que cette semaine, j'étais en vacances, mais j'ai dû passer 50-60 heures pour préparer, entre autres, des conférences et puis gérer les prévisions, la communication, et puis... Ça va être temps pour les... Voilà, exactement. Vous avez la chance de travailler. Le pire, c'est pour les retraités. On aimerait bien être retraité, mais bon, je pense qu'on sera retraité à 75 ans, 80. Et aussi. C'est optimiste, de toute façon. On est toujours en direct, Aurélien ? Non, il est coupé. Non, c'est pas grave. C'est très bien. Ça fera d'émotion. Non, après, pour parler plus sérieusement, voilà, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Je parle notamment pour les internautes, ceux qui nous écoutent. En fait, je pense que les conférences sont encore disponibles, notamment sur YouTube. Et puis, après, on essaiera de parler d'autres phénomènes. Je sais que certains étaient intéressés par tout ce qui était orage, entre autres. On avait fait une conférence l'an dernier dessus. Oui, c'est un sujet, la grêle, maintenant. Oui, la grêle, c'est un sujet qui était majeur. Ouais. Beaucoup de public, on avait publié les cartes de l'année dernière. Oui, parce que l'année dernière, on avait géré l'épisode de grêle. On a toutes les données sur Châteauroux. Les nuits, par rue. Les nuits, juste le même propre, mais... Les nuits ont été très courtes. Je sais que pour ma part, l'épisode de Châteauroux qui a marqué beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes étaient dans les rues pour là. Moi, j'ai dû dormir 2 heures, pas pour gérer, parce que j'étais pas sur Châteauroux ce soir-là, heureusement, mais pour gérer les dizaines et centaines de messages qu'on a reçus dans l'heure. Nous, on avait par exemple prévu l'épisode orageux. 1 heure avant, personnellement, j'avais prévu sur la page Facebook et Twitter qu'il y avait un orage supercellulaire. Donc, un orage supercellulaire, c'est un orage qui a une rotation qui est très importante au sein du nuage et qui est souvent très très virulent, qui était porteur de gros rayons. Cet orage, il avait déjà démarré depuis, s'était formé depuis la Charente et il était remonté donc, sur le Poitou jusqu'à Sydney. Donc nous, ça faisait un moment qu'on le suivait et on savait, même moi, c'est pour la première fois, c'est pour vous dire, en tant que chasseur d'orage, je suis aussi chasseur d'orage avec Olivier. Première fois que sur le terrain, on ne va pas dire qu'on avait des chocottes, mais quasiment quoi. Parce que moi j'ai. En fait, on a plus l'impression d'avoir été chassé que chasseur. Voilà. Même pour les photos, c'était quasiment infaisable. C'était pas possible, la structure était structurée aussi, mais. Il y avait trop d'éclairs. C'était un flash incessant, donc c'était longtemps, c'était comme j'avais dit en direct, quand j'ai fait le direct, c'était un orage à l'américaine. C'est-à-dire un orage qui était très puissant, donc avec des fortes rafales de vent et surtout des grêlons énormes. Ça a été sur une zone impressionnante. On a des reports par commune de là-bas. Enfin, après, on n'a pas été chercher à voir forcément, mais en gros, du blanc, même avant le blanc, jusque quasiment Issoudun. On parle de la région centre.
Après, Et les grêlons, souvent, étant Bourges a été impacté, Tours a été impacté, Blois a été impacté, la Sologne a été impactée, Orléans a été impacté. L'année dernière, mis à part Chartres, C'était une année agrégée. c'est ça, l'année dernière, c'était une des grandes caractéristiques Souvent, du printemps et du début. Ouais, souvent, on nous pose la question de ce qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique. Pour l'instant, je peux vous dire non pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'études qui annoncent que les orages seront plus virulents à cause du réchauffement climatique. Il n'y a pas d'études qui sont sorties à ce sujet-là. Le seul phénomène extrême que Météo France annonce un lien, j'étais en formation avec eux fin janvier, le seul événement intense qui sont presque persuadés qu'il y en aura plus, et c'est vraiment en lien avec le réchauffement climatique, c'est les épisodes saisonniers. Là, il y a vraiment une étude qui montre que. Après, forcément, plus il y aura de chaleur, plus il y aura d'eau dans l'atmosphère, plus il y aura d'eau dans l'atmosphère, plus il y aura. Après, c'est même pour les orages. Hein. Les orages seront beaucoup plus pluvieux. Donc, c'est-à-dire que même au niveau des précipitations, pour faire un lien avec ce qu'on parlait sur le climat tout à l'heure, les précipitations au fil de l'année, il n'y a pas vraiment de différence. Et par contre, les saisons seront encore beaucoup plus marquées. Vous risquez d'avoir une période pluvieuse et une période sèche. Voire que une grosse période sèche avec ponctuellement des gros épisodes pluvieux. C'est-à-dire que l'eau ne sera pas absorbée totalement par les sols. Va souvent ruisseler, va atterrir dans les rivières, et donc cette eau ne va pas pénétrer en profondeur dans les sols, ce qui fait que les nappes phréatiques, ça va être compliqué pour les remplir. C'est pour ça que là, C'est le phénomène appliqué là, le sol est bétonné. c'est aussi. On parle du réchauffement climatique, mais il faut arrêter de bétonner aussi partout parce que l'eau ne rentre plus dans les sols. Et l'influence humaine se fait sentir à ce niveau-là aussi. Il n'y a pas que la faute du réchauffement climatique, hein, mais c'est aussi l'influence humaine, non seulement sur le climat, mais aussi sur les Même dans les champs, la terre elle est compactée, c'est dur. C'est compliqué. Là, par exemple, je sais que la sécheresse qu'on a connue en 2022 se prolonge actuellement. On a même eu une série hallucinante de plus de 33 à 34 jours en Berry sans pluie. Ça même monte à 35 entre Orléans, Blois et puis Tours. Donc c'est comme celle hallucinante qui est inédite en période hivernale depuis plus de 50 ans. Ça brûle encore dans les Landes. Oui, en hiver. Sous-sol, là. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. On prêche des convaincus, mais sur ceux qui nous écoutent, oui, c'est clair qu'il y a des phénomènes qui se produisent et qu'avant, ils ne se produisent plus du tout. Pour ceux qui nous écoutent aussi, on essaye d'être le plus présent possible sur Twitter, Facebook, Meta, Insta, etc. Par contre, c'est moi qui le fais, parce que c'est moi qui suis mouche. Mais voilà, il y a du bannissement, très clairement. Il y a des choses, quand on explique une fois et que maintenant on bannit, on a tout le temps, on veut bien faire de la pédagogie, mais là on gère une commune de presque 60 000 personnes. Florentin fait une grosse partie du travail, Sandrine, ma femme, du coup on fait aussi une partie. Moi je me garde la partie paf. Mais parfois on répond, c'est mais compliqué. On essaie de rester le plus entre guillemets professionnel, je vais dire. Même si on est bénévole, on essaie de le plus professionnel et correct possible. Mais lorsqu'on voit qu'il y a un commentaire climato-sceptique qui ne cherche pas on sait très bien que le réchauffement il a avéré, l'influence humaine elle a aussi avéré, ça a été prouvé par toutes les études. Donc tous les climato-sceptiques, c'est bon quoi. Il y a les climato-rationalistes qui sont en train de faire. Même si on est conscient que c'est pas toujours la faute du réchauffement climatique, c'est clair et net. C'est pas tous les phénomènes météo, ça on est clairement, parce que c'est la gravité naturelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, où ça se produit de manière naturelle. Mais l'influence humaine se fait de plus en plus sentir. Et on l'a vu à travers les chiffres ne mentent jamais. C'est des chiffres officiels, des statistiques. À Bourges, c'est plus 1,9 degré de température moyenne à 144 ans. Voilà, on voit bien que bon. Et puis sachant, il y a une station qui est intéressante dans la région centre, c'est celle de Châteauroux, parce qu'elle est ouverte depuis 1893. Et on voit que par exemple le seuil des 40 degrés, il n'était quasiment jamais atteint. Je crois qu'il avait été atteint une seule fois en 1950, ou deux maximum. Et là, ces dernières années, il a été atteint 5-6 fois. Quoi. Quand on nous entendait dire, j'ai déjà connu, on a déjà eu 40 degrés en 76. Regardez les chiffres, c'est faux. Il n'a jamais fait 40 degrés en 76. Et une sécheresse qui est importante, il n'a pas eu 40 degrés. On a une mauvaise mémoire climatique, on nous donne les dents tout le temps, même en ayant les dents tout le temps, c'est compliqué. Enfin, par ici, il a fait plus que ça, parce qu'avec l'incendie qu'il y avait à côté. Oui, c'est possible. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est des phénomènes qui sont. C'est pas bien, les gros, je sais plus. Mais rapport sur les j'avais quand même 31. Mais souvent, on va vous dire, autre que les phénomènes qu'on a connus par le passé, dans les années 570, et aussi les phénomènes, ils vont dire, il a déjà fait chaud par le passé, il faut arrêter de dire, à l'Antiquité, ils ont déjà eu à Rome, on a déjà fait du vin en Angleterre. Alors c'est vrai, il a déjà fait chaud par le passé. Mais quand on regarde les chiffres,
et les courbes pour trouver un réchauffement aussi rapide, de l'ordre de 0,3 par décennie, voire en plus maintenant c'est 0,4 par endroit. Donc c'est un réchauffement qui s'accélère, qui est intense, et en plus qui est causé uniquement par l'homme. C'est-à-dire que sans influence humaine, il n'y a pas eu de réchauffement. Ou alors, très très minime, on voit que, j'ai pas montré les coups tout à l'heure, mais on voit que ça a été montré que ça c'est 3. Il n'y aura pas eu d'influence humaine, on n'aura pas eu de réchauffement, on aurait connu le temps qu'on a depuis plusieurs années. Quoi. On aurait de la neige, pour faire le lien. Donc oui, après j'ai convaincu ici, mais après c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est clair que maintenant, tout le climato-sceptique, on supprime, on bannit, parce que il n'y a pas d'argument fiable en fait. Les fiables, ils sont pour les racoleurs, tout ça aussi. Hein. Oui, souvent les gens ne se rendent pas compte, on a eu une réflexion dernièrement, c'était vous êtes en grève comme pas mal de gens à cause des retraites. Déjà on n'est pas en grève puisqu'on est bénévole. Donc nous, en météo, on n'a pas de jour de repos, hein, c'est 24 sur 24. Donc, j'ai réussi à prendre les 2 accouchements. Oui, c'est bien, c'est vrai. Pas encore. C'est bien. En bref, voilà pour aujourd'hui, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.